Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre magazine en direct de la rédaction du mois de mai. Un numéro qui sera l'occasion de faire un tour de l'actualité sociale de ces derniers mois avec à mes côtés Frédéric Roseau puis Karine Aflalo. Et enfin, nous terminerons par un focus sur la fiscalité des dividendes avec Marie-Christine Martini. Et pour commencer, nous accueillons donc Frédéric Roseau pour un point sur la délégation unique du personnel. Bonjour Frédéric. Bonjour Marianne. En août dernier, la loi Dialogue social avait apporté des changements majeurs au recours et au fonctionnement de la délégation unique du personnel. Un décret de mars 2016 a fourni les précisions pratiques indispensables rendant ce dispositif opérationnel. Alors tout d'abord Frédéric, quelles entreprises sont concernées? Alors le recours à la délégation unique du personnel est désormais ouvert aux entreprises de 50 à moins de 300 salariés, alors qu'avant la loi, il était réservé aux entreprises de 50 à moins de 200 salariés. Cette instance peut prendre en charge les attributions des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT. La loi a ouvert sur ce point une période transitoire pour les entreprises qui avaient déjà une délégation unique à la date d'entrée en vigueur de la loi, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Les entreprises déjà dotées d'une DUP au 19 août 2015 peuvent la conserver en l'état sans y inclure le CHSCT dans la limite de 2 cycles électoraux suivant la fin des mandats en cours. Alors à cet égard, il faut préciser que cette date du 19 août 2015 ne change pas, quand bien même le décret qui a rendu applicable le nouveau mécanisme de DUP n'est paru que le 24 mars 2016. Alors Frédéric, comment l'entreprise qui souhaite mettre en place une délégation unique va-t-elle procéder? C'est tout simple, ou pas, mais enfin on va voir, c'est l'employeur seul qui décide qu'il va recourir ou non à la délégation unique, mais il doit au préalable consulter l'EDP, le CE et le CHSCT. Alors cette consultation est obligatoire, même si l'avis est purement consultatif, l'employeur le suivra ou ne le suivra pas, mais s'il négligeait de consulter au préalable les représentants du personnel présent, alors ça sera un délit d'entrave et sa décision de mettre en place la DUP pourrait être annulée. D'accord. En pratique, la mise en place d'une DUP intervient à l'occasion de la constitution des DP du CE ou du CHSCT ou encore lors du renouvellement de ces instances. Effectivement, et alors pour le cadre précis de cette mise en place, dans les entreprises de moins de 300 salariés n'ayant pas d'établissement distinct au sens du comité d'entreprise, l'employeur met en place la DUP au niveau de l'entreprise. Dans le cas d'une entreprise qui est multi-établissement, une DUP va être mise en place au niveau de chaque établissement distinct. Ici, il n'y a pas de nouveauté, puisqu'avant la loi sur le dialogue social, c'était déjà ce cadre qui était à respecter. Ce qui change en revanche, c'est que désormais, l'organisation des élections de la délégation unique doit suivre les règles applicables en matière d'élection du comité d'entreprise. Lorsque l'employeur décide de mettre en place une délégation unique, qu'advient-il des mandats des élus en cours au niveau de l'entreprise ou des établissements? C'est une question pratique qui est importante. La durée du mandat des délégués du personnel, du comité d'entreprise ou des membres du CHSCT va être prorogée ou réduite dans la limite de 2 années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la DUP. Très bien. D'autres changements importants ont été apportés par le décret du 23 mars 2016. Celui-ci a notamment fixé le nombre d'élus de la délégation unique. Oui, alors c'était très attendu, puisque sans ces décrets, on ne pouvait pas mettre en place la DUP, puisqu'on ne savait pas combien de personnes pouvaient se présenter et être élues. Le décret précise ce nombre de représentants. Il le fixe en fonction de la taille de l'entreprise ou de l'établissement où est implantée la délégation. Par exemple, de 50 à 74 salariés, on va compter 4 titulaires, 4 suppléants. De 75 à 99 salariés, 5 titulaires, 5 suppléants. De 250 à 299 salariés, 12 titulaires, 12 suppléants. Alors, il y a d'autres tranches que je ne vais pas vous énumérer ici, qu'on peut retrouver dans notre feuillet 36-37. Mais en tout état de cause, ce qu'on peut avoir à l'esprit, c'est que le protocole préélectoral peut augmenter ce nombre de délégués. D'accord. On passe maintenant au fonctionnement. Dans la délégation unique du personnel, les DP, le CE et le CHSCT conservent l'intégralité de leurs missions respectives. Pratiquement, comment cela va-t-il se passer? Alors effectivement, l'originalité de cette délégation unique du personnel, et c'est ce qui peut attirer notamment vers le choix de cette instance, c'est que ce sont les mêmes élus qui vont avoir dans les mains les missions respectives des DP, du CE, du CHSCT. D'accord. Mais ces instances conservent cependant, ces 3 instances, leurs règles de fonctionnement respectives, sous réserve d'adaptations importantes que nous allons détailler. Et le premier grand changement par rapport à l'ancien dispositif de délégation unique du personnel, c'est le crédit d'heures, les heures de délégation, qui est alloué à chaque titulaire de la délégation unique. Donc pareil, le décret du 23 mars a fixé ce nombre d'heures, 18 heures par mois pour un effectif de 50 à 74 salariés, 19 heures par mois pour un effectif de 75 à 99 salariés et 21 heures par mois pour un effectif de 100 à 299 salariés. Ces plafonds peuvent être dépassés en cas de circonstances exceptionnelles.
D'accord. La loi dialogue social va plus loin, puisqu'elle permet un cumul et une mutualisation de ces heures. Oui, c'est l'autre grand changement en matière de crédit d'heures. Il existe en effet désormais un système de cumul dans la limite de 12 mois et à condition pour chaque représentant de ne pas disposer dans le mois de plus de 1,5 fois son crédit d'heures habituel. Sur ce point, le décret a précisé que le représentant titulaire qui utilise ce mécanisme de cumul doit en informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation des heures. Les membres de la DUP peuvent aussi mutualiser, c'est-à-dire répartir entre eux les heures de délégation, là encore dans la limite d'1,5 fois le crédit d'heures habituel accordé dans le mois. Là encore, il faut informer l'employeur du nombre d'heures réparties au cours de chaque mois, là encore au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation des heures, sachant que ça va se faire sur un document écrit qui précise l'identité des délégués concernés et le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'entre eux. D'accord, on peut imaginer que ces heures de délégation vont notamment permettre de préparer la réunion de la DUP avec l'employeur. Oui, effectivement, la DUP va prendre ces heures, enfin les élus de la DUP vont prendre ces heures pour préparer notamment la réunion. Et on peut souligner ici qu'il s'agit d'une réunion unique, alors qu'auparavant, on avait des réunions successives pour le DP et le CE. Cette réunion se déroule au moins une fois tous les 2 mois, sachant qu'au moins 4 des réunions annuelles doivent impérativement concerner en tout ou partie les attributions du CHSCT. Et en pratique, c'est l'employeur qui va organiser la réunion et qui va adresser une convocation unique aux délégués titulaires et aux délégués suppléants. Oui, il faudra que l'employeur veille à convoquer les représentants syndicaux et les personnes qui doivent être invitées aux réunions du fait des attributions de la délégation unique en tant que DP, CE et CHSCT et des questions à l'ordre du jour. Je pense par exemple aux médecins du travail. Effectivement. Et on peut d'ailleurs aussi souligner que pour préparer ces réunions, l'employeur et le secrétaire de la délégation unique vont établir l'ordre du jour conjointement avant chaque réunion, sachant que de toute façon, ils devront y inscrire les consultations obligatoires, pour des raisons légales ou conventionnelles. Cette organisation des réunions est proche des modalités applicables en matière d'information et de consultation du comité d'entreprise. C'est vrai, la nouveauté, c'est que maintenant, les membres de la DUP désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint qui exercent les fonctions de secrétaire du CE et de secrétaire du CHSCT, ce qui n'existait pas auparavant. Ces secrétaires sont choisis parmi les élus titulaires de la délégation unique. D'accord. Au titre des nouveautés de fonctionnement de la délégation unique, on peut également parler du recours à un expert. Oui, alors le comité d'entreprise et le CHSCT ont dans les textes le droit de recourir à des experts et ce droit persiste quand bien même ils seraient représentés dans le cadre d'une délégation unique. Cela étant, lorsqu'une expertise va concerner à la fois des attributions du CE et à la fois des attributions du CHSCT, la délégation unique va recourir à une expertise commune. Mais le ou les experts doivent donc répondre aux exigences applicables aux experts du CE et du CHSCT. Oui, c'est pourquoi le décret du 23 mars a précisé que la prise en charge des honoraires des experts et la contestation éventuelle de l'expertise s'effectuent selon les règles propres à l'expertise du CE et à l'expertise du CHSCT. Alors, il rappelle également ce décret que l'employeur doit fournir les informations nécessaires aux experts, qu'il doit leur laisser l'accès à l'établissement ou à l'entreprise, et puis de leur côté, les experts sont tenus aux obligations de secret et de discrétion. Au final, les experts, donc après leur mission, vont remettre un rapport commun au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai dans lequel les membres de la DUP sont réputés avoir été consultés. On retrouve cette notion d'unicité dans les avis de la délégation unique. Oui, on retrouve cette notion effectivement parce que la délégation unique va rendre ses avis dans les délais applicables aux avis du CE. Et lorsqu'une question relève à la fois des attributions du CE et à la fois des attributions du CHSCT, il est possible de recueillir un avis unique à certaines conditions. Par ailleurs, on notera aussi que les membres suppléants de la délégation unique participent désormais aux réunions avec voix consultative, ce qui n'était pas le cas auparavant. D'accord. Pour conclure sur cette nouvelle délégation unique, peut-être pouvons-nous aborder la question de sa disparition. Tout à fait. Première hypothèse, puisqu'il y a 3 cas dans lesquels la délégation unique va disparaître. Première hypothèse, l'effectif de l'entreprise atteint ou dépasse les 300 salariés. Dans ce cas-là, les mandats des élus vont courir jusqu'à leur terme et à l'échéance de leur mandat, l'employeur va organiser les élections professionnelles DP, CE et à la désignation du CHSCT. Deuxième hypothèse, l'effectif baisse en dessous de 50 salariés sur une certaine durée. L'employeur peut décider de supprimer le CE. Les membres de la délégation unique cessent l'exercice des attributions de CE, l'exercice des attributions du CHSCT, mais ils continuent par contre d'exercer les attributions des délégués du personnel à partir du moment où l'effectif de l'entreprise reste au moins de 11 salariés. Alors, troisième et dernière hypothèse, c'est l'employeur qui décide de ne pas renouveler la DUP. Lorsque le mandat des élus de la délégation unique touche à son terme,
Il recueille l'avis de la DUP et il décide de ne pas renouveler l'instance. En conséquence, il va organiser sans délai l'élection des DP, du CE, puis la désignation des membres du CHSCT. Le mandat des membres de la DUP vont donc être prorongés, le cas échéant, jusqu'à la mise en place de ces nouvelles institutions. Très bien. Merci Frédéric pour toutes ces précisions. À bientôt. Merci Marianne, à bientôt. Nous allons à présent nous intéresser à l'aide au conseil en ressources humaines qui vient d'être mise en place au profit des employeurs et j'invite Karine Aflalo à me rejoindre sur le plateau. Bonjour Karine. Bonjour Marianne. Depuis une annonce du Premier ministre en juin 2015, nous attendions l'instruction qui allait permettre la mise en œuvre de la prestation de conseil en RH. C'est désormais chose faite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler, Karine, quel est l'objectif général de cette prestation ? Oui, alors l'objectif est de proposer un accompagnement personnalisé aux petites et aux moyennes entreprises pour répondre à leurs besoins en matière de gestion des ressources humaines et aussi pour les encourager à adapter leurs pratiques dans ce domaine à leurs besoins. Alors, quelles sont précisément les entreprises qui peuvent en bénéficier ? Alors, toute entreprise de moins de 300 salariés qui n'appartient pas à un groupe de 300 salariés ou plus peut, en théorie, bénéficier de cette prestation. Alors, pour autant, dans la pratique, les entreprises qui sont particulièrement visées ici, ce sont les petites et les moyennes entreprises de moins de 50 salariés et aussi les très petites entreprises de moins de 10 salariés. Alors, il faut savoir que cette aide au conseil en RH peut concerner un collectif d'entreprises qui seraient issues d'une même branche, d'un même territoire ou qui partageraient des problématiques communes. Et quels sont les salariés de l'entreprise impliqués ? Alors ici, généralement, ça va concerner les salariés qui occupent une fonction de direction ou qui ont des responsabilités qui sont relatives à la gestion des ressources humaines. Alors il faut savoir que quand on a une entreprise de moins de 50 salariés, l'accompagnement peut aussi concerner le chef d'entreprise lui-même, même s'il n'est pas salarié. Alors à ces personnes vont s'ajouter aussi les autres salariés de l'entreprise et les représentants du personnel lorsqu'il y en a, voilà, qui seront associés eux aussi à la démarche, le cas échéant. J'imagine, Karine, qu'il y a un certain nombre de formalités à respecter. Oui, et la principale consiste à déposer sa candidature. Voilà. Donc, toute entreprise candidate à un accompagnement RH va devoir adresser une demande motivée à la directe et elle va devoir fournir un certain nombre d'éléments dans cette demande, avec notamment une description du projet, le montant du financement public qu'elle estime nécessaire pour y parvenir et aussi le nom du prestataire qui réalise l'intervention. Donc justement, concernant le prestataire, cela va impliquer pour l'entreprise en amont d'avoir choisi cette personne parmi une liste qu'elle pourra trouver sur le site internet de la directe dont elle dépend. Voilà. Et si par hasard elle n'a pas fait ce choix, eh bien la directe pourra lui faire une proposition. Et qui détermine si le projet est accepté ou non ? Alors, ce rôle revient à la directe. C'est elle qui va repérer si la demande est éligible à la prestation. Et alors, que se passe-t-il une fois que la candidature est acceptée ? Eh bien, à partir de là, on signe une convention entre la directe, l'entreprise et le prestataire. Voilà. Alors, on a un certain nombre d'éléments prévus dans cette convention. Tout d'abord, les conditions d'intervention du prestataire, l'engagement de l'entreprise, les axes thématiques qui sont retenus, la durée et le coût de l'accompagnement et bien sûr le montant de la participation financière de l'État. Voilà. Alors lorsque la demande concerne un groupe d'entreprises, cette convention, il faut le préciser, va être signée par chacun des chefs d'entreprise concernés. D'accord. Et est-ce qu'on peut parler un petit peu du type d'accompagnement dont l'entreprise va pouvoir bénéficier ? Oui, alors en fait, il y a 2 niveaux de prestations qui sont possibles. Un accompagnement qu'on va dire court, qui est de 1 à 10 jours, et un accompagnement plus approfondi qui va durer 10 à 20 jours. Voilà. Alors, la prestation courte débutera par un rapide diagnostic individuel et personnalisé de l'entreprise et ensuite on pourra proposer à cette même entreprise un plan d'action répondant aux problématiques RH qu'on aura identifiées. Voilà. Alors, de son côté, la prestation longue va permettre d'approfondir l'accompagnement RH sur des thèmes spécifiques. Voilà. Et il faut savoir que ces 2 niveaux de prestation peuvent être complémentaires ou dissociables. Très bien. Vous parliez d'un
Vous disiez qu'un collectif d'entreprises pouvait être concerné. Ça signifie donc que l'accompagnement peut être individuel ou collectif? Oui, tout à fait. En fait, la prestation peut se décliner selon deux modalités. Vous le disiez, bien, soit l'accompagnement individuel d'une entreprise, soit un accompagnement collectif d'entreprise, sachant qu'ici, il va falloir qu'on ait un groupe d'au moins 4 entreprises dans la même région et on ne pourra pas dépasser une douzaine de participants. Et quelle est finalement la durée maximale de la prestation et qui est-ce qui la fixe? Alors, c'est la directe qui fixe la durée maximale d'intervention en lien avec l'entreprise et sur proposition du prestataire, bien entendu. Il faut savoir qu'au global, elle est de 30 jours maximum pour une même entreprise ou pour un collectif d'entreprises. Voilà. Et ces différentes journées d'intervention pourront tout à fait être échelonnées dans le temps, voilà, à partir du moment où la durée totale d'accompagnement ne dépasse pas 1 an pour une même entreprise. Très bien. Après avoir expliqué l'objet de la prestation et la manière d'en bénéficier, venons-en au nerf de la guerre. Karine, le montant de l'aide? Voilà, il n'est pas négligeable, puisque le coût total de la prestation est fixé à 15 000 € hors taxe maximum par entreprise pour la part de l'État. Quand on parle ici donc d'un accompagnement individuel, sachant que de toute façon, lorsque l'accompagnement est collectif, ce sera le même montant. Voilà, alors l'État prend en charge maximum 50% du coût de la prestation d'aide. Et comment s'effectuera le paiement de l'aide? Alors, il peut avoir lieu en 2 ou 3 versements. Donc, on aurait un premier versement qui serait une forme d'avance, d'au maximum 30% du montant prévisionnel de l'aide totale, qui serait donc versé à l'issue de la phase de diagnostic. On aura ensuite un éventuel paiement intermédiaire de 30% aussi, sur présentation par le prestataire d'un rapport d'étape. Et enfin, on aurait le solde qui serait versé après la réalisation du projet et surtout après une présentation et une acceptation par l'État d'un compte-rendu final. C'est tout? Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà. Allez-y, déposez votre candidature, surtout. Merci Karine pour toutes ces précisions. Il est temps de passer à la dernière partie de ce magazine. Nous sommes allés au cœur de la rédaction fiscale afin de faire le point sur la fiscalité des dividendes. Alors, réforme du régime Murphy, distribution intragroupe, retenue à la source ou encore clause anti-abus. Êtes-vous sûr d'avoir mesuré l'impact des changements pour les dividendes perçus en 2016? Marie-Christine Martini nous présente les conséquences des réformes fiscales de cette année sur les dividendes. Une rencontre signée Stéphanie Auger et Michaël Icard. Mon propos aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention sur le nouveau régime fiscal des dividendes qui va s'appliquer pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Il y a 2 changements majeurs qu'il va falloir prendre en compte. Premièrement, pour les sociétés qui sont dans une intégration fiscale, il va falloir maintenant distinguer 5 catégories de dividendes. Premièrement, les dividendes qui ouvrent droit au régime des sociétés mères et filiales et qui résultent de distribution à l'intérieur d'un groupe. Eh bien, l'imposition finale supportée par le groupe à partir de ces exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 sera de 1% sans neutralisation possible. Ça sera exactement le même régime pour les dividendes qui remontent de filiales qui sont établies dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen. Mais pour ces filiales, il va falloir mener une investigation supplémentaire, il va falloir vérifier qu'elles remplissent les conditions du régime d'intégration fiscale, autre que bien sûr l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Donc c'est un exercice qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Et puis toujours pour les dividendes qui ouvrent droit au régime des sociétés mères et filiales, et qui ne résultent pas d'une distribution intragroupe, eh bien là le régime de la quote-part de frais et charges de 5% s'appliquera bien entendu. Et puis, il va falloir également distinguer donc les dividendes qui n'ouvrent pas droit au régime d'intégration fiscale, au régime Murphy, pardon. Dans l'intégration fiscale, eh bien, ces dividendes restent neutralisés. Ils sont imposés à 0% à partir du 2e exercice d'appartenance au groupe. Et puis, pour les autres dividendes qui ne sont pas des distributions intragroupes et qui ne bénéficient pas du régime d'intégration fiscale, eh bien, l'imposition reste évidemment à 100%. Voilà pour le premier point que je voulais signaler. Le deuxième point, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, c'est que l'administration va pouvoir remettre en cause des exonérations sur le fondement d'une nouvelle clause générale anti-abus
et qui est destiné à lutter contre les montages. Alors, qu'est-ce qui est concerné? Ce sont d'abord les dividendes entrants, ceux qui répondent aux conditions du régime Murphy dont on vient de parler, puis également les dividendes sortants, c'est-à-dire les dividendes qui sont distribués à une société mère établie dans l'Union européenne en exonération de retenue à la source. Qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er janvier 2016? Eh bien, l'administration pourra remettre en cause les exonérations obtenues si il y a un montage dont l'objectif principal est d'accorder et d'obtenir un avantage fiscal qui va à l'encontre de l'objet ou de la finalité de la loi, et puis un montage qui n'est pas authentique, donc qui est essentiellement mis en place pour des motifs commerciaux non valables ou qui ne reflètent pas en fait une réalité économique. Alors il va falloir auditer les structures, il va falloir identifier les circuits à risque. Alors moi je vois deux risques plus importants, notamment quand on a des holdings interposés établis dans un État membre de l'Union européenne pour bénéficier de l'exonération de retenue à la source, alors que cette holding n'a pas une réelle existence et qu'elle est détenue derrière par des sociétés qui n'ouvriraient pas droit au bénéfice de ces exonérations. Et puis il y a un deuxième type de montage qui est fragilisé, ce sont les holdings qui sont purement patrimoniales, d'où l'intérêt de s'assurer de leur intérêt économique et des motifs commerciaux valables qui ont gouverné à leur mise en place. Voilà. C'est la fin de ce numéro. Merci de votre attention et de votre fidélité. Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour un magazine dédié à la vie des affaires en compagnie de Sylvie de Roumfort. À bientôt.